Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs, émission spéciale tournoi de Bienne, tournoi extrêmement relevé, catégorie 17 qui a lieu en Suisse. Également quelques analyses du championnat de Paris. Nous analyserons bien sûr une partie commentée, ça sera la partie Korchnoi-Gritschuk, donc qui sont les joueurs d'exception de ce plateau de Bienne. Tout de suite, avant de parler du tournoi, je vais vous présenter notre invité. Il a été 3 fois champion de France en 90, 91, 94. Il est extrêmement sympathique, il a un délicieux accent du sud-ouest. Il s'agit de Marc Santoroman, triple champion de France, grand maître international. Bonjour Marc. Bonjour Éloi. Donc tu es à Paris en ce moment à l'occasion du championnat de Paris où tu participes. Comment ça se passe ? Je participe effectivement au championnat de Paris et ça se passe pas si bien que ça. Mais de toute manière, tous les tours des Open que je fais en ce moment, ça passe mal. Il n'y a que les tournois de grand maître qui se passent bien. Donc il faut faire des tournois de grand maître plutôt que des Open. On rappelle, tournoi de grand maître, c'est sur invitation. Les tournois Open, c'est ouvert à tous. Tout de suite, nous allons vous commenter un tournoi donc, de grand maître sur invitation avec 6 joueurs prestigieux, notamment, donc c'est le tournoi de Bienne, Marc, qui se déroule en Suisse, avec la présence exceptionnelle de Viktor Korchnoi, 70 ans, super remarquable de combativité. Il est toujours aussi jeune, oui, c'est exceptionnel. Mais exceptionnel de voir comment Korchnoi peut encore arriver à inventer, à se battre. Oui, c'est vrai que c'est difficile d'avoir encore le punch. D'ailleurs, moi je le vois déjà, c'est pas facile. Donc on rappelle quand même Marc, puisque chaque fois que tu viens, il y a une anomalie dans l'émission. La dernière fois, donc vous pouvez revenir dans les archives, il y avait eu un ni oui ni non. Cette fois-ci, nous allons faire un petit système, nous allons mettre en place un système. Quand tu ne sauras plus quoi dire, eh bien, nous enverrons des sifflements. Voilà. Donc, quand tu ne sais plus quoi dire, c'est siffler immédiatement. Alors, Gritschuk. Il faut analyser Gritschuk. Qu'est-ce qu'il faut dire au sujet du Gritschuk ? Eh bien, il a 17 ans, il est jeune, il joue à Bienne. Mais moi, je ne connais pas le résultat du tournoi de Bienne, donc... donc d'accord, donc tout de suite. Bon déjà, première chose à faire quand on parle d'un tournoi que vous ne connaissez a priori pas, c'est de présenter ce tournoi. Pour ça, nous avons été sur place à Bienne. Nous avons donc des images du sujet que nous allons vous commenter. On va d'abord vous les diffuser. Donc le tournoi de Bienne avec les 6 grands maîtres internationaux extrêmement forts, tout de suite. Ça, c'était donc la cérémonie d'ouverture avec donc la petite musique et tous les joueurs qui sont là. Donc, nous voyons Yannick Pelletier, le joueur suisse, Viktor Korchnoi, 70 ans. À sa gauche, donc, Alexei Gritschuk, le phénomène russe, 17 ans seulement. Joël Lautier, la star française, numéro 1 français. On voit Boris Gelfand, ici, le joueur israélien, ex-russe. Et Peter Svidler. Et ici, Joël Lautier en pleine action lors de la première ronde où il jouait contre Yannick Pelletier. Joël Lautier concentré, ça fait un peu film western italien. Tout est dans le regard, Joël Lautier extrêmement concentré toujours. Alors que là, il s'est tourné. Voilà, donc toujours ce match. Lautier-Pelletier, il n'y a que 6 joueurs dans ce tournoi. Donc ici, c'est Alexander Gritschuk, très détendu, c'est juste avant le début de la partie. Et il est en train de jouer contre Svidler. Voilà, tout de suite, c'est autre chose. Dès que c'est parti, Marc, il ne rigole plus du tout. Et d'ailleurs, dans cette partie, il s'est fait proprement pulvériser par son adversaire, qui est donc le russe Peter Svidler, qui est en face de lui, que nous allons voir après le coup de Gritschuk. Donc Gritschuk est quand même très très élégant, il faut le noter. Donc voilà, Peter Svidler, qui n'est pas là pour rigoler. C'est un joueur extrêmement fort, 2680 quelque chose élo, donc tout à fait affûté. Et ici, la jeunesse de Gritschuk, alors que Marc ne sait plus quoi dire et qu'il va donc commenter un petit peu ces images. Voilà Marc, là ton joueur de prédilection. Ah mais moi je suis allé en Suisse, c'est toujours très propre la Suisse, toujours bien organisé, ça tourne bien les tournois, ça commence à l'heure, tout est bien beau, c'est bien. Viktor Korchnoi, dont nous aurons une interview tout à l'heure, il n'est pas facile à interviewer, il est assez âgé mais toujours aussi teigneux Viktor le Terrible avec une œillade très sévère. Là, il jouait contre Boris Gelfand et il a créé l'exploit dès la première ronde en le battant. Voilà un plan vu de loin, Peter Svidler contre Gritschuk. Plan de la salle, puisqu'il y a également un Open assez relevé avec une vingtaine de grands maîtres qui jouent le tournoi Open qui est à côté du tournoi de grands maîtres. Et ici, vous avez les célèbres écrans de démonstration où le public pouvait donc suivre les parties. Voilà, vous voyez la position de la partie Korchnoi contre Gelfand. Ici, c'était la partie Lautier contre Pelletier. Donc, toutes les positions sont là pour être suivies par les spectateurs qui ont envie de les voir.
Voilà donc la fin de ce petit sujet sur Bienne avec la position finale de Grichuk qui abandonne contre Svidler. Donc Marc, ce tournoi en Suisse, très propre, très bien organisé et les parties commencent à l'heure. Voilà, exactement, c'est la Suisse. C'est la Suisse. Bien, nous allons donc commenter le classement après 3 rondes. Nous avons donc en tête Peter Svidler, la valeur sûre. Peter Svidler, oui, mais ils sont tous très forts dans ce tournoi, moi, je trouve. Qu'est-ce que j'ai pu dire? J'ai pas dit que des montagnes sur Grichuk, mais sinon, les autres, Peter Svidler, oui, ça fait longtemps qu'il est déjà au top niveau. 2,5 sur 3, donc ça c'est un très beau score. Il était plusieurs fois champion du RSS, consécutivement en plus, je crois. Oui, 2 fois consécutives et une 3e fois plus tard. Ouais. Donc ça fait longtemps qu'il a déjà percé. Bon, mais c'est vrai qu'on n'avait pas tellement l'occasion de le voir peut-être au très haut niveau, peut-être, non? Oui, alors tout à fait. Justement, il nous détaillera les explications de cela dans l'interview qui sera donc tout à l'heure. Deuxième position, nous avons Viktor Korchnoi avec 2 points, qui a donc battu successivement Boris Gelfand. Et ensuite, il a battu un autre très fort joueur, c'était donc Grichuk, la partie que nous commenterons, avant de s'imposer très malheureusement contre Yannick Pelletier. Il a gagné donc 3 parties. Non, il ne s'est pas imposé contre Yannick Pelletier, il a perdu contre Yannick Pelletier. Donc effectivement, il a 2 points sur 3. Ah, il a perdu contre Yannick Pelletier, ça c'est Voilà. quand même une surprise. Hein, Yannick Pelletier qui est évidemment l'outsider de ce tournoi, après avoir battu les 2 plus forts, oui. Il perd contre le plus faible. Classique. Classique, alors je ne sais Par pas... rapport au jeu comme Korchnoi, ça peut être classique. Ouais. Peut-être qu'il a besoin d'avoir un adversaire qu'il redoute ou quoi, pour pouvoir se donner à fond. Parce que sinon, j'ai l'impression qu'il peut se laisser aller peut-être à de la fantaisie. Oui, c'est possible. Donc peut-être qu'il était un peu léger dans cette partie contre Yannick Pelletier. Et à son âge, ça ne pardonne pas. Bah oui, de toute façon, à tous les âges, ça ne pardonne pas. Mais c'est vrai que bon, il n'a rien à prouver contre un joueur comme Yannick Pelletier, quoi. Il était vice-champion du monde 3 fois. Bon. Donc il peut se laisser un peu glisser contre Yannick Pelletier, peut-être. Ouais. Mais ça peut-être que Yannick a d'ailleurs très bien joué la partie, hein, ça n'empêche pas. 3e, 4e du tournoi, Boris Gelfand et Yannick Pelletier, donc justement. Yannick Pelletier, 3, 4e. Oui, il y a 6 joueurs, donc il a 50%, il a 1,5 points sur 3. C'est joli ça. Mais il a battu Korchnoi, donc notamment. Il a fait nul avec. Il a fait nul, donc il a perdu. Il a fait nul avec Joël Lautier à la première. Il a perdu contre Boris Gelfand la 2e. Et il a battu Korchnoi dans la 3e ronde. 5e, Joël Lautier avec 1 point. Donc Joël Lautier, bon, puisque c'est notre Français national, on va commenter un peu son actualité en ce moment. Joël Lautier ne joue plus beaucoup et dépense énormément d'énergie pour soutenir Vladimir Kramnik. Donc je ne sais pas, Marc, si tu as été un jour secondant dans ta vie, mais en tout cas, Joël Lautier, ça a l'air de l'épuiser complètement. Il est arrivé à Bienne complètement épuisé après avoir préparé Vladimir Kramnik au tournoi de Dortmund. Ben, peut-être que ça remet en question d'être secondant d'un joueur comme Vladimir Kramnik, hein, qu'on voit tout ce qu'il peut voir, qu'on ne voit pas. On se remet, on a des doutes, nouveau peut-être. Non, parce que je pense qu'il ça a dû être très profitable, mais peut-être qu'il faut une petite période, quelques mois, peut-être 6 mois, pour que tout ça se remette en place. Et après, je pense que ça va être bénéfique ce travail avec Vladimir Kramnik. Puisque là, Joël Lautier donc, a 2675, il est bien classé dans ce tournoi. Il n'a que 1 point, c'est donc pas très bien. Il n'arrive pas à gagner de partie, il a fait 2 nuls. Donc c'est plutôt une contre-performance. Il a perdu pour contre Joël. qui Marc, il faut se renseigner avant de venir. Donc, il a perdu la 2e ronde face à Peter Svidler. Dernier du tournoi, et c'est là la véritable surprise, Alexander Grichuk, que tout le monde voit champion du monde potentiel, qui n'a que 1 demi-point sur 3 après 3 rondes. C'est donc pas bon du tout. Il a perdu contre Svidler et contre Korchnoi avant de faire nul contre Gelfand. Oui, bon, mais c'est très très fort, il a joué des joueurs très très forts et peut-être qu'il manque un peu d'expérience encore à ce niveau-là, malgré le tournoi qu'il a fait à Linares avec Kasparov, je crois, où il avait fini effectivement assez bien, quand même, du second ex-aequo, quoi. Dernier ex-aequo, puisqu'il y avait un paquet de joueurs ex-aequo, on se rappelle. Hein. En fait, c'était une première confrontation à ce niveau-là et c'était quand même un bon résultat, quand même. Et là, bon, mais peut-être qu'il manque encore d'expérience au top niveau. Hein. C'est possible, en tout cas, donc Alexander Grichuk, 1 demi-point, c'est la grosse déception. Nous allons tout de suite passer aux interviews avec, pour commencer, l'interview de l'organisateur, du responsable presse de ce tournoi de Bienne. Il s'agit d'Olivier Breissacher qui va nous présenter donc, effectivement son tournoi et toute la tradition qui va avec. Donc tout de suite, Olivier Breissacher, organisateur de Bienne. 2001 comporte un plateau tout à fait remarquable puisqu'il y a donc entre autres Viktor Korchnoi et Alexei Grichuk. Quel est le secret pour inviter ces joueurs prestigieux ?
Le secret, c'est d'abord la réputation de Bienne. Bienne est connue, Bienne a ses qualités, a ses défauts, mais à Bienne, de nombreux joueurs sont venus se faire les dents, ont réussi à obtenir des fois des premiers succès ici. On se rappelle que Joël Lautier était venu à 14 ans ici, il avait déjà été invité pour jouer l'Open en 1987. Par la suite, il a joué pour la Société d'échecs de Bienne, il s'y est bien senti, il est revenu. Boris Gelfand, lui, a rencontré ici, a trouvé ici l'un de ses plus grands succès en 1993, remportant l'interzonal. Donc on peut dire que la tradition de Bienne nous aide à faire revenir souvent des joueurs qui d'une part savent ce qu'ils vont obtenir, d'autre part ça leur change aussi de ne pas toujours avoir les mêmes joueurs d'élite que l'on trouve dans les très grands tournois. De toute façon, Bienne n'aurait plus les moyens de régater dans les mêmes eaux que les Dortmund, Linares ou Vicenze. Et on essaye surtout aussi d'avoir des plateaux qui sont chaque année différents, avec une variation de joueurs, une partie occidentale, une partie en provenance de l'ancienne URSS, au moins un, voire deux Suisses, ce qui n'est pas toujours évident, des gens qui parlent français, d'autres qui parlent allemand pour tenir compte un petit peu de tout cela, et des générations différentes, comme cette année, donc avec Viktor Korchnoi, 70 ans, et Alexander Grischuk à 17 ans. Quel est l'avenir du tournoi de Bienne ? L'avenir du tournoi de Bienne, il existe, ça c'est sûr. L'année prochaine, il y aura la 35e édition qui va coïncider avec une grande exposition nationale qui se déroule dans 4 endroits en Suisse, dont à Bienne. Mais Bienne continue à exister, cela ne fait quasiment aucun doute. Par contre, Bienne a un peu les mêmes problèmes, les mêmes soucis que tous les autres grands tournois en Europe ou même dans le monde, c'est qu'on ne peut pas vraiment planifier sur le long terme. On doit vraiment attendre qu'un festival, qu'une édition soit terminée pour pouvoir planifier la suivante en sachant sur quel soutien financier on va pouvoir compter, savoir sur quel joueur, sur quel potentiel humain pour nous aider. Donc c'est vraiment du court terme à chaque fois, année après année. Olivier Breissacher, merci. Merci à vous d'être venu. Voilà donc l'organisateur du tournoi qui parle français couramment, puisque Bienne est une ville bilingue. On y parle aussi bien français que allemand. Donc pour la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture, c'est donc 2 fois plus long, puisqu'on fait les discours en 2 langues. Mais enfin, c'est toujours un plaisir d'y participer. Voilà donc ce tournoi de Bienne, Marc Santoroman, qui a été présenté par Olivier Breissacher. Un plateau quand même assez exceptionnel et plutôt bien réussi, si on peut détailler le plateau dans son intégralité. Oui, mais c'est un plateau où il y a beaucoup de combativité, il y a beaucoup de joueurs combatifs en tout cas dans ce tournoi. Hein, tous les joueurs sont vraiment sont des joueurs qui ont des choses à prouver, enfin qui considèrent qu'ils ont encore des choses à prouver, même Korchnoi, donc puisqu'il se bat encore comme un lion. Surtout Korchnoi. Surtout Korchnoi, peut-être. Surtout Korchnoi qui a beaucoup de choses à prouver. Le tournoi de Bienne, donc effectivement, est intéressant. On va rappeler quand même le système, puisqu'il a 6 joueurs, 10 parties. Donc c'est un système double ronde. Donc effectivement, les joueurs jouent ensemble, il y a un résultat, et ensuite ils vont rejouer ensemble. Donc il y a peut-être des matchs dans le match, des matchs dans le tournoi. On a peut-être envie de revenir. Par exemple, Viktor Korchnoi contre Yannick Pelletier, il n'y a aucun doute que dans la deuxième, il risque d'être très énervé. Ah, c'est sûr, oui. Yannick Pelletier vient d'arriver. Korchnoi, depuis qu'il a quitté l'URSS, qu'il s'est installé en Suisse, c'est le meilleur joueur suisse. Là, s'il se fait battre par un petit jeune, là, quand même, c'est vrai que ça doit le titiller quelque part. Hein. Moi, ça me titillerait. Ouais. D'accord, donc on rappelle quand même qu'au championnat de Paris, il t'est arrivé des mésaventures similaires, mais malheureusement, tu n'auras pas de match revanche. C'est sûr, mais je reviendrai l'année prochaine. Le championnat de Paris étant un tournoi open, qui n'est donc pas comme un tournoi fermé, spécialement un tournoi double ronde. Donc nous allons passer assez rapidement à la prochaine interview, qui va être en anglais. Il s'agit d'une interview du russe valeur sûre, hein, donc Peter Svidler, qui est donc extrêmement fort depuis extrêmement longtemps, mais qu'on n'a pas vu à l'affiche depuis un certain bout de temps, Marc. Effectivement, il ne joue plus les tournois du top niveau. Il va tout de suite nous expliquer pourquoi en anglais, et on vous fera une traduction en français. Ça paraît logique. Donc tout de suite, Peter Svidler. Peter Svidler in the Bill tournament. So you won the first game against Grischuk. It was a great game. Well, I liked it, obviously. It's always nice to start a tournament with a win because it gives you a nice, pleasant, entrance. And you get into the mood of it, and well, let's say it's much better than starting with a draw. You didn't play since quite a long time. What was the reason for your absence? Well, I'm trying to be choosy about my tournaments. I'm trying to play in a tournament I like to play in, and there's not that many tournaments around to play all year. But it's going to be quite busy from now on. For after Bill, there are
tournaments almost non-stop till December, by the look of things. So. You are quiet. You like very much this tournament, or what was the reason, especially to accept the invitation? Well, I liked it last year, obviously, and I have great memories of this place. And in general, people are very nice, and the tournament is very nice. And I mean, this year it is a very strong tournament. So I mean, obviously, it was not a choice for me at all to accept or not to accept this invitation. Can you say a few words about Grichuk? It's a new player, and he seems to be a very good player. Alexander is a great player, and he's only 17, and I'm sure he will be a great player. He already is a great player, but he's going to become stronger and stronger, and I'm very glad I've beaten him. You think it's possible that he become a world champion? Well, I'm trying not to, even attempt such prognosis. It's too far-fetched, but he has the potential, obviously. And for you, in this tournament, you think you will win it, or you just play the games and to see after? Well, as it was said during the opening ceremony that only one person in the whole history of Biel tournaments has won it 2 times in a row. So it's not going to be easy, obviously. And I mean, Boris is a rating favorite, and Boris seems to be in good shape recently. So it's not going to be easy, but there's little point in coming to tournaments if you don't want to be first in it. So yes, I am aiming for that, obviously, but I don't know how it will go. Peter Svidler, thank you. Thank you. Merci donc Peter Svidler. Qu'est-ce qu'il nous a dit Peter Svidler? Eh bien, pourquoi il ne joue pas si souvent? Eh bien, tout simplement parce qu'il essaie d'être sélectif dans les tournois qu'il choisit. Donc, il y a une sélection à faire. Alors, Marc, je suppose que tu as été confronté à ce problème. Trop d'invitations, des invitations de mauvaise qualité de temps en temps, il faut savoir choisir. Ben oui, bon, c'est bien de pouvoir choisir, ça veut dire qu'on a le choix déjà. Ben oui, je ferai comme lui, ouais, c'est très bien. Moi, je fais un peu comme lui d'ailleurs. Mais enfin, bon, c'est vrai que moi je me donne pas trop la peine de téléphoner à droite à gauche, ce qui fait que bon, comme je téléphone dernier moment, souvent j'ai un peu moins de choix. Mais bon, il y a toujours le choix. Je téléphone où je veux déjà. Et à qui je veux. Donc effectivement, le tournoi de Bienne a été choisi par Peter Svidler, qui a été ravi d'accepter l'invitation pour 2 raisons. Il aime bien l'ambiance à Bienne, l'organisation est sympathique, le lieu est sympathique, et en même temps le tournoi est extrêmement relevé, donc catégorie 17, c'est quand même pas un petit tournoi du dimanche en banlieue parisienne, c'est un énorme tournoi annuel, c'est un monument donc, dans l'année. Donc il a été tout simplement obligé d'accepter. Alors un petit mot de Svidler sur Grichuk, très important, il a 17 ans seulement, il a le potentiel pour devenir champion du monde. Marc, est-ce que tu partages cette opinion de Peter Svidler? Ah, de toute façon, moi je pense que c'est beaucoup trop tôt pour dire s'il peut devenir champion du monde. Je crois que Peter Svidler disait plus exactement qu'il avait un potentiel déjà pour devenir un très très fort joueur, à faire partie du Gotha. Pour devenir champion du monde, c'est encore une autre question peut-être, non? Sachant qu'il n'a que 17 ans, donc c'est quand même extrêmement jeune. Il a donc le potentiel, effectivement. Il va être vraisemblablement dans les 10 meilleurs joueurs du monde très prochainement. Mais en tout cas, là, il est en train de manger son pain noir, puisqu'il a 1,5 sur 3 après 3 rondes. Donc, pas en pleine possession de ses moyens, Alexander Grichuk. Mais nous allons y revenir, puisque la prochaine interview, eh bien, ce sera celle d'Alexander Grichuk, qui est jeune. Et ça se voit d'ailleurs, puisque ses réponses ne sont pas toujours aussi percutantes qu'on le voudrait. Il n'est pas aussi sensationnel qu'on pourrait attendre de la part d'un jeune joueur aussi talentueux que lui, mais en tout cas il est quand même efficace et il a les idées assez claires. Donc Marc, avant de voir l'interview, peut-être tu peux nous répéter ce que tu penses d'Alexander Grichuk. Sur le vol de l'Albatros peut-être. Voilà, il ne sait pas quoi dire, donc il a été sifflé immédiatement par un sifflement de Stéphane Laborde qui a enregistré ça en studio bien entendu. Et donc, nous allons tout de suite voir l'interview de Grichuk. Si vous voulez connaître l'avis de Marc Santoroman sur ce jeune joueur talentueux, je vous invite à vous référer à la dernière émission où il est venu, où il commentait le tournoi de Linares. Donc, Marc Santoroman, qui commente le tournoi de Linares, eh bien, il y a un petit mot sur Grichuk tout à fait sympathique. Donc, allez voir ça dans les archives de Diagonale Actu. En attendant, tout de suite, nous allons le voir. 17 ans, jeune, élégant, la classe, extrêmement fort. Alexander Grichuk, tout de suite. With Alexander Grichuk, the new star from Russian. Hello. Hello. You are quite a new player. I mean, we never see you when you was young, let's say very young. Can you say a few words about your past? Okay. Really, 2 years ago I played in Biel, in Open, of course.
Okay, I learned to play chess in 5 years. My dad taught me. I became grandmaster in 16. Then I won the Olympiad with Team Russia. And then I was in semi-final in World Championship in India. This was your first great result. How did you? What does it change for you? Okay. My first grade for that time, I think it was winning of Russia Championship under 10 years. So it was a young competition, and for you it was very important. Yeah, of course, at that time it was important. So you are now very strong and very well known. What does it change in your life? No, I don't think it changed something in my life, but it decided that I became a professional chess player. You will become world champion, or you don't want to make any analysis about that? No, I don't want to make any analysis. Just see. What? You just want to see what happens. Yes, of course. Okay, and here in this tournament, you are here to win the tournament, I suppose. Yes, every time I play in every tournament, I try to win, because otherwise there is no reason to play. Can you say a few words about Viktor Korchnoi? Yes, I think it's a very great player. I think maybe the greatest one who didn't become a world champion. It's very interesting for me to play against him. Okay, Mr. Grichuk, thanks a lot. Thank you. Voilà, Alexander Grichuk qui nous détaille sa carrière, donc champion du monde, champion de Russie des moins de 10 ans. Il a appris à jouer à 5 ans avec son père, grand maître à 16 ans. Il a gagné les Olympiades avec l'équipe russe. Il a été demi-finaliste du championnat du monde à Calcutta en Inde. Il vient de devenir professionnel. À la question, est-ce que vous pensez que vous allez être champion du monde? Eh bien, Marc, il répond no comment. Bah, c'est normal qu'il ne réponde pas. Parce que s'il dit ouais, je vais devenir champion du monde, il ne devient pas, il a l'air bête. Et puis s'il dit qu'il ne va pas le devenir, mais sinon pourquoi il continue à jouer aux échecs, quoi, peut-être, je ne sais pas. D'accord, donc ça te paraît logique de ne pas commenter ce genre de phrase. Donc il veut toujours gagner quand il va jouer un tournoi. Ça, c'est pas bête, ça. Ça a l'air assez rationnel. Mais c'est vrai que quand on joue un tournoi comme ça, aussi fort que ça, un tournoi fermé, si on ne vient pas pour le gagner, ça veut dire que la prochaine fois, on n'est pas invité, quoi, je pense. Peut-être, non? C'est possible. On n'a pas tellement envie de voir un joueur venir pour essayer de faire quelques nuls, là. Un joueur pas motivé. Bah oui, enfin, motivé pour pas perdre, mais c'est tout, quoi. Peut-être qu'il pourrait gagner des parties, mais si les autres poussent trop fort, quoi. On veut que tous les joueurs poussent de leur côté, quoi. D'accord, donc en fait, c'est vrai que c'est quand même plus spectaculaire. Donc Grichuk est un joueur spectaculaire, puisque déjà, il a déjà 2 défaites, donc c'est quand même tout à son honneur d'éviter les parties nulles, pour ainsi dire. Donc il a commenté également la présence de Viktor Korchnoi. Il est enchanté de jouer avec Viktor Korchnoi, et c'est là un des points forts de ce tournoi de Bienne, Marc, puisqu'ils essaient de regrouper des générations, et donc faire rencontrer des joueurs alternatifs, puisque c'est quand même 70 ans contre 17 ans, c'est un peu les jeux Fernand Nathan, hein, c'est de 7 à 77 ans, donc là c'est pareil. Oui, effectivement, il y a Viktor Korchnoi, mais après l'autre, il doit avoir 25 ans ou 30 ans peut-être, le deuxième joueur du tournoi. Il y a Yannick Pelletier qui a 24 ans. C'est le deuxième plus âgé? Plus jeune. Effectivement. En tout cas, il y a 2 extrêmes, donc avec Alexander Grichuk et Viktor Korchnoi. Alors, Viktor Korchnoi, bon, Marc, déjà, avant de voir l'interview, qu'est-ce que tu en penses? Alors, Viktor Korchnoi, c'est quelqu'un, j'ai eu l'occasion de jouer plusieurs fois avec lui. J'ai joué 4 fois avec lui. Et j'ai perdu 3 parties. J'ai réussi à gagner une partie, mais c'était une heure KO. Et ben c'est un joueur, c'est bien parce qu'il n'y a pas besoin de se préparer contre lui, parce que j'ai l'impression que tout va se passer, on arrive, on entre, on se met sur l'échiquier, on joue, et puis tout se passe là, rien ne s'est passé à côté. J'ai eu la sensation à chaque fois, cette sensation contre lui, qu'il ne rentre pas dans une préparation, il n'a pas de préparation, qu'ils vont gagner directement. Il vient là, il connaît plein de choses, mais il ne connaît pas une ligne directe, quoi. Il connaît ça, et puis il fait son petit mélange sur l'échiquier, il fait la popote devant toi, quoi. Donc ce n'est pas un joueur axé sur la préparation, il n'essaie pas il essaie, mais en tout cas, il ne connaît pas de pièges ou de variantes gagnantes précisément, mais il est juste en train d'improviser en permanence
avec toute son expérience. Oui, il connaît énormément de choses quand même, hein, mais je veux dire qu'il ne connaît pas des lignes directes. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui se préparent pour savoir sur ça je fais ça, sur ça je fais ça, etc. Et puis pof, lui il a des positions, il a plusieurs positions, mais alors après il fait le mélange quoi. Mais il n'a pas vraiment de... C'est pour ça qu'il réfléchit quand même, je trouve qu'il réfléchit un petit peu dans l'ouverture quand même, Korchnoi. Il réfléchit plus qu'un joueur comme, par exemple, un joueur français comme David Marciano connaît vraiment des lignes directes, quoi. C'est un joueur très directif. Quoi. Donc Victor Korchnoi, bon alors... Plus généralement, j'attendais quand même une remarque un peu différente. C'est-à-dire que Korchnoi, c'est quand même une légende vivante. Ah oui, bien sûr aussi, oui. Ah oui, Korchnoi. Non, mais bon, ça, tout le monde, ouais, ça, c'est un fait, quoi. C'est un fait. C'est difficile à commenter, c'est vrai. Il aurait pu être champion du monde. C'est peut-être un des rares joueurs qu'effectivement, je crois que c'était Sidler qui disait. Non, c'est Grichuk qui disait que c'est un des rares joueurs qui n'a pas été champion du monde qui aurait mérité de l'être, quoi, quand même. Oui, il a été 2 fois vice-champion du monde, donc c'est tout à fait remarquable. Et en face de lui, il y avait pas moins que Anatoly Karpov qui dominait quand même complètement les échecs en son temps. Donc tout de suite, nous allons voir l'interview de Victor Korchnoi. Le Suisse phénoménal, donc l'ancien Russe, ancien vice-champion du monde, 70 ans aujourd'hui, toute sa combativité, un joueur d'exception et image. Well, I won one game. Nothing special happened. Nothing special. You win more than 2,000 games, and it's always the same sensation for you. Well, I have the 5th rating in the tournament, so my normal position in the tournament will to be the 5th. Yeah, so I made the first step. You come back in this tournament. It's something special for you to play in this tournament in Bienne. Well, normally it's not like the tournament in Biel. It is I know it is always warm in Biel. I know it is. There's no air conditioning either in hotel or in the playing hall. So I don't like to play in Biel too much. Well, still, I succumb to requests and I do play. You're a living legend from chess. It's difficult to be a living legend. You're very famous, big celebrity. It's easy for you? Is it a question or you just state the fact? What I don't understand. Just a fact. Huh? You're a living legend from chess. Another question, please. What are your ambitions for the future? What are your ambitions? You're always in search of excellence? Well, what's my ambition? I don't have ambition to become a world champion, but I like that people like me to take part in tournaments. That is my ambition. And good luck for the Thank tournament. You. Voilà, Victor Korchnoi, donc extrêmement fatigué à ce moment-là, puisqu'il venait de jouer pas moins de 6 heures contre Boris Gelfand. Donc il était épuisé, il y avait 2 télévisions, donc la télévision suisse romande et Canal Web Diagonale. Pour l'interviewer, c'était pas évident, puisqu'il était fatigué, il n'arrêtait pas de bouger, et il n'était pas spécialement coopératif pour faire cette interview. Cela dit, qu'est-ce qu'il nous a dit d'intéressant, Victor Korchnoi ? Eh bien, on a l'impression qu'il est vraiment désabusé, qu'il est là. Ce qu'il apprécie le plus, c'est la phrase qu'il a dit à la fin, c'est qu'il apprécie que le public l'apprécie. Une réaction peut-être, Marc? Tout le monde aime que les gens nous aiment, quoi. C'est normal, non, ça? Je comprends pas. Il y en a qui jouent pour gagner. Ah oui, mais moi ce qui m'a marqué, c'est la question sur la légende, effectivement. Moi, je pense que ce qu'il n'aime pas, c'est qu'on parle de lui en tant que, justement, ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il veut, c'est faire.
C'est pas tellement avoir fait ce qu'il a fait, c'est du passé, et ce qui l'intéresse, c'est le présent. Donc c'est un Ce qui est éternel quand même compétiteur. impressionnant. À 70 ans, c'est impressionnant. Ça veut dire qu'il veut encore faire des choses, quoi. Il est motivé par la compétition et non pas, il n'est pas resté sur ses bases, donc sur son titre de vice-champion du monde comme Boris Spassky l'a fait par exemple. Oui, oui. Non, mais le pire, c'est que ça le dérange, quoi, quand on parle de ça. Même. Ça l'énerve. Ouais, oui, ça vraiment. Donc à la question, vous êtes une légende vivante, qu'est-ce que ça vous fait? Il répond, une autre question s'il vous plaît. Ouais. Voilà. C'est- Donc il ne supporte pas ça. Victor Korchnoi, c'est un joueur actif et maintenant. C'est Ouais, pas puis, un. il Enfin, supporte peut-être pas aussi il le voit délire, comme je sais pas, ça. peut-être qu'il faudrait Le psychanalyser, peut-être. Le psychanalyser, oui. Nous allons donc suggérer une analyse. En tout cas, voilà donc la dernière interview de ce tournoi de Bienne. Donc vous avez à peu près tout vu. Maintenant, Marc, c'est le moment de passer à l'action. Nous allons commenter une partie Korchnoi-Grischuk pour vous montrer que malgré ses réponses un peu curieuses des interviews, eh bien Victor Korchnoi, il continue à jouer et même à bien jouer, puisqu'il a réussi à battre la jeune star montante russe de 17 ans. Alors tout de suite, l'échiquier, la position. C'est parti, Victor Korchnoi avec les blancs, qui jouent D4, D5. C'est une partie assez longue, mais il a tout simplement vissé Grischuk. C4, E6, donc là ça part un petit peu comme un gambit dame. Cavalier F3, C6, le fameux triangle. Des Bermudes. C'est une slave, ça. C'est une semi-slave. Alors sur le coup, cavalier C3, il y a la vente note boom avec D prend C4, où les noirs ont tendance à égaliser assez facilement régulièrement. Donc on joue maintenant principalement le coup E2, E3 pour défendre le pion C4. Hein. Ça a l'air bête comme ça, mais il faut quand même le faire. F5, et nous voilà donc Marc dans le Stonewall, le mur de pierre. Alors moi, Pichou Hernandez, c'est un truc que je ne supporte pas de donner la case de 5 directement. Effectivement, j'aime pas ces positions-là. C'est vrai que bon, c'est solide, quoi. C'est solide, mais j'aime bien être plus souple. Moi, j'aime pas ce genre de choses. C'est très très à la mode quand même, ce Stonewall. Stonewall. Alors l'idée du Stonewall, Marc, c'est d'empêcher évidemment E3, E4. Ouais. Mais dans la hollandaise, c'est préparé d'ailleurs. Dès qu'on joue F5, l'idée quand même, pour les noirs, c'est toujours d'empêcher E4. Oui. Bon là, disons qu'on l'empêche, mais vraiment solidement pour le moment. Solidement, puisque deux pions contrôlent, comme ça d'ailleurs. Donc effectivement, si les blancs ne peuvent pas jouer E4, eh bien on se demande ce qu'ils peuvent faire. Donc ils peuvent évidemment manœuvrer autour de cette case E5, qui est le problème majeur d'avoir avancé les deux pions F5 et D5. Mais il faut quand même trouver un plan derrière. Et là, on va voir ce qu'a fait Korchnoi. Alors il commence par jouer fou D3, donc il sort les pièces. Jusque-là, rien de très original. Cavalier F6, petit roc, fou D6. Maintenant, le plan, eh bien, case E5. Il faut donc tenter d'échanger ces deux fous pour prendre le contrôle des cases noires. D'ailleurs, peut-être que F5 se justifie de par le fait que les blancs jouent E3, qu'ils ne puissent pas sortir le fou sur la diagonale, peut-être B8, H2. C'est une des subtilités. Ouais. Ici, on joue donc B3. La menace directe et positionnelle, c'est donc de jouer fou A3, qui va échanger les fous de case noire, et qui laissera donc les noirs avec un mauvais fou, qui serait sur la même couleur que ses pions. Le fou donc C8. Ça, c'est le mauvais fou. Donc si vous voulez en savoir plus sur le mauvais fou, vous pouvez aller dans Diagonale la leçon, Tactique et stratégie les bases, et là vous avez une leçon sur le mauvais fou. Dame E7. Donc pour éviter fou A3, fou B2, on se dit il a capitulé, mais pas du tout, puisqu'après le prochain coup de Grischuk, qui est donc B6, pour mettre le fou en B7 et éventuellement jouer avec C5, il joue Dame C1 maintenant, et hop, il insiste. Il va rejouer fou A3 pour de nouveau échanger ses fous. Fou B7, fou A3, très logique, donc un plan long de Victor Korchnoi qui a perdu du temps, mais c'est pas très grave puisqu'il a réussi à accomplir ce qu'il voulait, c'est-à-dire l'échange de ses fous. Cavalier BD7, maintenant il prend en D5, donc évidemment ce que les noirs voudraient c'est pouvoir reprendre du pion E pour ensuite jouer C5, mais là c'est pas possible puisque le pion F5 est en prise. Donc il force C prend D5, maintenant il fait fou prend D6, Dame prend D6, et tout simplement cavalier C3, donc il y a eu échange de pièces, maintenant Victor Korchnoi a un bon fou entre guillemets contre un mauvais fou, et effectivement, la case 5 peut passer sous contrôle blanc. Là, j'ai l'impression que les blancs ont réussi leur ouverture. Il a dû y avoir un moment après Dame C1 où les noirs ont mal réagi. Parce qu'effectivement, ça aurait été bien de prendre un pion E pour essayer de faire C5, ou même de prendre avec une pièce, même en D5, pour pouvoir faire C5. S'il a réussi à prendre un cavalier en D5, et même échanger les cavaliers C3 et le cavalier D5. Donc ici, on peut dire que les blancs sont un peu mieux. Ouais, parce que c'est statique, maintenant la case 5 est vraiment. Ah, mais je pense qu'il est content d'arriver à cette position quand je t'ai vu. A6.
Dame B2, bah alors encore faut-il maintenant, Marc, transformer l'avantage. Ah oui, non, mais... C'est pas gagné quand même. Ah oui, c'est loin d'être gagné, mais c'est agréable, quoi. Déjà parce que les noirs ont plus beaucoup de contre-jeux quand même. Enfin, il y a toujours la case de 4, quoi, mais je pense que les attaques sur le roc, sans le fou noir, sont difficiles, quoi. Des trucs à base de cavalier E4, petit roc, et puis ça s'échange, faire tour F6, H6. Cavalier E4, donc avec petit roc, tour F6, tour H6. Une attaque optimiste qui peut marcher effectivement, mais là, il manque sans les fous de case noire, oui, voilà, effectivement, c'est assez difficile. Il n'y a pas assez de pièces. Donc ici, on peut dire que Victor Korchnoi est tranquille maintenant, et il faut qu'il trouve un plan d'attaque, puisque quand même les noirs, enfin, il ne suffit pas d'une case pour gagner jusqu'à preuve du contraire. Bien sûr. Donc il joue B4. B4, un coup avec l'idée éventuellement de jouer B5. Et si les noirs jouent E, B5, et bien là, c'est très simple, on va mettre un cavalier en C5. Et voilà. Il faut se méfier de la case C4 quand même, parce qu'après B5, il y a B6, C4. Donc vraisemblablement sur B5, l'idée était de jouer A2, A4. Oui. Directement pour attaquer ce pion, forcer les noirs à prendre. On prend avec le cavalier, on vient en C5. Et là, c'est un net avantage. Donc tour AC8 de Betchouk, A4 de Korchnoi qui pousse ses pions. On va voir quelle est l'idée après. Eh bien, je crois qu'en fait, on va vous expliquer tout de suite, c'est de museler ce fou B7. Puisque quand on a mis un pion en B5, eh bien le fou B7, il ne peut plus sortir. Et on ne peut pas jouer avec A5 plutôt? Avec les noirs? Avec les blancs? Avec les blancs, A5, le problème que tu mentionnais, Marc, c'est qu'il y a B5, suivi de replacement du cavalier oui, un D6, via D6, pour aller sur la case C4. Et une fois qu'il est en C4, si on le prend, on reprend du pion D et le fou B7 devient très fort. Ce genre de position, c'est toujours délicat où il y a les deux cases faibles. C'est peut-être souvent, quelquefois, c'est le premier qui arrive sur la case faible qui. Oui. Mais... Parce qu'il y a beaucoup énormément de pression. Un cavalier C5 devient énorme, un cavalier C4 va être très difficile aussi à supporter. Cavalier E4, Gritchouk qui cherche des échanges de pièces, refusé par Victor Korchnoi évidemment, cavalier E2. Donc ici, ce qu'il faut voir, la grosse différence entre la case E4 et la case E5, Marc, c'est que la case E4, elle est instable. Le pion F peut très bien aller sur la case F3 un jour et donc récupérer le contrôle. Oui, voilà, il y a aussi ça d'ailleurs. Et en plus, la case E4 est blanche et la case E5 est noire. Oui. Donc ça joue avec la couleur des fous. Voilà. Ici, est-ce qu'on peut envisager un plan comme E5 ? Là, c'est délicat, E5. Déjà, bon, on peut le faire de suite, mais après E5, le problème, c'est qu'il y a la case D4. C'est-à-dire qu'en fait, on échange simplement, on fait un pion isolé, et toujours le fou sera toujours mauvais. Moi, je crois qu'au contraire, donc positionnellement, qu'est-ce qu'ils doivent faire les noirs ? Ils ne doivent pas bouger, ils doivent essayer d'échanger les tours, peut-être échanger les dames, parce que sans les tours et les dames, je pense que ça devrait pouvoir tenir pour les noirs, quoi. Eh bien, voyons comment Victor gère ça. Donc, Gritchouk joue Dame E7, tour FC1. Naturellement, quand il n'y a qu'une seule colonne ouverte, on peut dire que les échanges sont proches. Oui. Personne ne pourra tolérer que l'autre ait la colonne. Ah, mais ça, c'est pas si facile, c'est pas si évident. Mais là, il se trouve qu'il n'y a pas assez de jeu, il n'y a pas assez d'espace. Parce qu'avec la colonne C, il n'y a pas assez d'espace pour jouer pour les blancs sur les colonnes A et B. Donc, effectivement, il faut changer une tour. Là. Mais quelquefois, quand il y a plusieurs colonnes, on peut éviter d'échanger les tours quand on a un petit avantage, si on contrôle bien les cases de rentrée des tours adverses. Donc en fait, on veut éviter l'échange de tours parce que on continue à garder une position complexe. Voilà. Et nos tours ont une espérance meilleure. Voilà, un potentiel qui est supérieur. Ouais. C'est difficile à gérer ce genre de choses. Donc ici, Victor Korchnoi ne trouve pas de solution pour ne pas les échanger, mais il se dit que même après l'échange, évidemment, il restera toujours un petit peu mieux. Ouais. Cavalier D6, ça c'est une bonne case pour le cavalier, puisque là on peut dire que la menace des noirs c'est B5 et qu'elle est C4. Ouais. Donc c'est intolérable. Victor Korchnoi joue B5 lui-même. A5. Oui. Donc sur pion prend B5, on aurait peut-être repris du fou pour commencer à pilonner un peu le pion B6, c'est-à-dire commencer à ouvrir les colonnes. Oui, en plus, même si la colonne A s'ouvre, après il y a la case A7 qui est très faible aussi. Oui, et la case A4, un cavalier qui peut revenir à A4, attaquer B6, on se dit que là, B6 ne peut pas être attaqué avec un cavalier. Donc la réaction normale, c'était A5, tout à fait logique. Mais on voit que le fou B7, maintenant, il est au plus mal. Donc ça continue, Dame A3, un petit clouage, le cavalier est cloué, peut-être une petite menace, cavalier E5, au passage. Est-ce qu'on peut faire un tour C1, tour C1, tour C8 C'est joué. Tour prend C1 et tour C8. Tout à fait. Donc là, ça décloue en fait, puisque sur tour prend tour, on reprend du cavalier et pas de problème. D'ailleurs, c'est la partie. Tour prend, cavalier prend et Dame C3. Donc voilà, donc nous arrivons dans cette position-là. C'est un moment assez critique puisqu'on vient d'échanger toutes les tours. La structure de pion a évolué. Maintenant, Korchnoi a réussi à fermer de ce côté-là. Le fou B7 est toujours catastrophiquement placé, mais il faut trouver un moyen d'entrer. Donc là, Marc, qu'est-ce que tu suggères dans ce genre de position ? Les noirs doivent échanger les dames, là, s'ils veulent... Si les noirs échangent les dames, je pense que ça s'égalise, quoi. Oui. Bon, Dame B4, il ne faut pas exagérer, quand même, parce que je pense qu'on regardera le pio, mais... Donc, Dame B4, c'est l'idée immédiate pour l'échange des dames. En fait, alors, un peu sur Dame C7, peut-être. Il y a aussi Dame C7, quand même, qui est très fort. Attaque le fou B7, le cavalier D7 et menace Dame D8 échec.
Ça fait peur. Donc pour l'instant, on ne peut pas jouer dame B4. Donc a priori, il faudrait jouer dame D6 pour essayer de recycler peut-être le cavalier C8. C'est-à-dire le cavalier D7 ne peut pas bouger parce qu'il doit quand même contrôler la case de 5, quoi, quand même, a priori. Donc le plan des noirs, encore une fois, c'est d'attendre, essayer d'échanger les dames et voir. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est de connaître le plan des blancs. Alors le plan des blancs, c'est de ne pas échanger les dames, peut-être de mettre un cavalier à N5, faire cavalier E5 pour avoir la case D4 après, c'est possible, essayer de rentrer en C6. Donc ça serait une transformation, puisqu'après cavalier prend, on reprend du pion, et on essaierait de s'installer en D4. C'est un plan possible, et Korchnoi ne l'a pas choisi. Sur dame D6, il a joué cavalier F4, cavalier E7 et H4. C'est-à-dire qu'en fait, il a commencé à créer des affaiblissements vers le roi de Grichuk. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quoi se presser, puisque les noirs ont du mal à trouver comment échanger les dames là. Parce qu'il y a dame B8, dame C8, mais pour le moment il y a encore E6 encore en prise. B8, dame C8, c'est pas possible puisque c'est en prise. Donc c'est plus lent, et donc il profite effectivement pour encore. Il profite des dames quoi, pour mettre encore un peu de pression. Ouais. A noter que dans cette position, Marc, si tous les cavaliers étaient échangés, ça serait une nulle évidente. Ça serait une nulle toute simple, puisque le fou D3 est incapable d'attaquer cette structure de pion. Ouais. C'est surtout les cavaliers qui s'immiscent dans la structure de Stonewall. Cavalier F8, donc là on recycle, comme on peut, donc il ça c'est logique. Pour essayer de libérer sa dame et pouvoir... Le problème c'est qu'il a laissé la case de 5. Quoi, quand même. Il a laissé la case de 5, évidemment c'est le problème, mais on ne peut pas tout faire. Peut-être qu'il aurait pu mettre cavalier... Oui, il ne pouvait pas jouer cavalier G6, F8, mettre l'autre en F8 pour... il aurait pu essayer, un qui défend la case de 6, un qui défend la case de 5 et la dame qui pourrait peut-être venir en C8. H5 de toute façon dans cette position, maintenant plus de case G6, ça c'est sûr. Il va empêcher l'échange des cavaliers. Fou C8. Ça peut se comprendre, on va recycler le fou quand même. On va le repasser en D7 et défendre 6 une fois de plus. Libérer le cavalier F8 qui pourrait peut-être passer par H7, mais il n'a plus beaucoup de cases quand même. Hein, parce qu'H7 ça affaiblit G6. Quoi, H6. Ça devient très dur, la position de Grichuk est quand même très resserrée. Et Viktor Korchnoi n'a pas relâché la pression, ça c'est quand même assez important. Cavalier E5, fou D7, F3. Donc là on sent que tout est sous contrôle. C'est-à-dire qu'on voit deux cavaliers muselés, un fou qui ne sort pas, la dame donc, qui peut éventuellement tenter de revenir, mais bon, c'est pas forcément non plus évident, puisque, ben non, elle peut pas, puisqu'il y a cavalier prend D7, cavalier prend E6. Donc il y a deux cavaliers blancs super forts, et Korchnoi qui a un plan qui est maintenant de jouer G4 avec l'attaque sur cette diagonale. Et ce qui est impressionnant, c'est que dans cette position, si on enlève les dames, c'est parce que c'est nul très facilement pour les noirs. Oui, puisque en fait la pointe, c'est qu'on attaque. Les blancs, on l'attaque, et donc pour attaquer, il faut les dames. Alors que la dame, en réalité, la dame blanche, elle contrôle la case C7, quoi. Elle fait rien, on a l'impression qu'elle fait rien de particulier, mais elle a un potentiel énorme, parce que la dame noire est vraiment très dominée, quoi. C'est une question de potentiel. Ouais. Donc ici, on va regarder la suite de cette partie, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Fou E8, G4. Tout de suite, on attaque. Donc là, ça commence à créer des menaces quand même, puisque si on prend en F5, enfin, on peut même menacer Dame C2, peut-être un petit coup, attaquer le pion F5. G5, joué par Grichuk, ça siffle. Cavalier E2, il fait rien, Viktor Korchnoi. Mais maintenant, la diagonale est affaiblie. Donc ça, c'est ce qui va lui permettre de gagner. Cavalier D7. On peut remarquer qu'il met les pions sur noir, Grichuk. Il se dit qu'il faut mettre les pions sur noir. Le problème, c'est qu'il a les pièces complètement dominées. C'est un petit peu naïf. Ouais. Parce que par exemple, le fou 8 est de plus en plus mauvais maintenant en réalité. Oui, puisque maintenant, il ne peut plus sortir du tout. Quoi. Oui, c'est ça. Enfin, si, il peut sortir en passant par F7, G8 et H7. Ah oui, il a encore ce... Le problème, c'est que vous allez venir là, il faudrait qu'il ait une G6, il faudrait qu'il fasse H6. Non, il faut quand même se poser la question, que faire du fou 8 avec les noirs? Et pour ça, la réponse, c'est ça. C'est ce plan-là. Ramener le fou sur la case H7, où il sera sur une diagonale où il pourra s'échanger. Mais même comme ça, c'est pas encore terminé. Roi G2, donc là, Marc, comme tu l'as dit plusieurs fois, après cavalier prend 5, on reprend du pion. Et ensuite, nous avons la case D4. Ça, c'est sûr. H6, cavalier G3, donc on pilonne le pion F. On va forcer une réaction. On force une réaction. Pion prend G4, pion prend G4. Ici, la domination est de plus en plus gigantesque. Je crois qu'on peut le dire. Maintenant, ça va se passer sur la grande diagonale. Est-ce qu'il peut arriver à faire cavalier prend E5 c'est ce qu'il a joué. C5. Cavalier prend 5, pion prend 5, dame C5. Il veut toujours échanger les dames, c'est clair, mais Korchnoi ne veut toujours pas. Dame D2, dame C7, dame B2. Donc là, ça tournicote un petit peu. C'est-à-dire il a le cavalier E7. Le cavalier est dominé complètement. Ouais. Il peut aller sur aucune des cases. C'est impressionnant, oui. Et une fois qu'il est en C8, il a que la case A7, c'est tout. Voilà, il peut aller en A7, il va c'est nulle tout. part. Et s'il va en G8 aussi, il peut aller nulle part aussi. Exactement. Voilà. Donc, cavalier E7, terminé. Il a un rôle défensif pour toute la partie. Le fou, en revanche, lui, il peut revenir sur la case H7. Mais c'est long. Ouais. C'est pas facile. Et Grichuk ne va malheureusement pas y arriver. Il joue roi G7, cavalier E2, Korchnoi
Lui, au moins, il sait quoi faire de ses pièces, hein, puisque c'est beaucoup plus facile d'ailleurs. Le cavalier, il vend des 4. Roi G8. Donc là, on ne peut pas y aller puisque le pion E5 est en prise. Enfin, c'est dans le vent. Roi F2. On replace la position des pièces. Il n'est pas pressé avec les blancs, puisque comme on l'a dit, il n'y a aucune pièce noire qui peut revenir. Fou F7, donc ça y est, c'est la petite tentative. Hein. Dame D4. On visse. Roi G7. Dame C3. Donc, moment très important. Propose la finale. On pose la finale. Donc il faut regarder ce qui se passe sur Dame prend C3, Cavalier prend C3, Ah oui. et maintenant, qu'est-ce qui pourrait bien se passer dans cette position? Ah oui, il faut d'abord mettre un cavalier en D4 ou un roi en D4 pour faire E4, parce que sinon, sur E4, il pourrait y avoir D4, qui sacrifie un pion, mais après, les pièces pourraient peut-être plus passer. Non, alors justement, je pense que tout simplement l'idée c'est de jouer E4. Si jamais il y a D4, on va revenir prendre le pion avec le cavalier, ensuite on va mettre le fou en C4, et attaquer le pion E6. Donc dans cette position, ce qu'il faut voir, c'est que Victor Korchnoi a sans doute calculé assez précisément qu'il allait menacer E4, qu'une fois que le pion sera en E4, il n'y aurait plus de pion D5, puisque le roi va venir sur la case D4 également. Donc énorme pression, toutes les pièces centralisées, et la faiblesse c'est le pion B6, l'autre c'est le pion E6. Il suffit de mettre un fou en E4, un roi en D4, un cavalier en C4, attaque B6, un cavalier C8 et fou B7. C'est fini. Voilà, donc en gros, les blancs peuvent mettre les pièces sur des positions tellement fortes que cette finale va être gagnante. On va commencer par mener le roi en D4, ensuite on va jouer E4, on va prendre du fou et mettre le cavalier en C4 comme tu l'as dit. Donc voilà, le roi il va là, le fou il va là, et le cavalier il va là. Et ensuite ça devient indéfendable. Mais tout de suite nous allons revenir à la partie. Dame C3, Dame B8. Alors là, ça veut dire qu'a priori, ça veut dire a priori les noirs sont déjà perdus. Oui. Parce que si les noirs ne peuvent pas échanger les dames, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune chance de revenir. Dame D8, Roi E2, Victor Korchnoi prend son temps, Fou G8, ça y est, il veut revenir, mais bon, il ne menace pas encore Fou H7 puisque le pion E6 est en prise. Mais enfin bon là, Fou B1, Roi H8, Dame A3, toujours pas de menace particulière, mais les noirs n'ont toujours pas grand chose à faire. On veut peut-être jouer Dame D6. Oui, voilà, bien sûr. Ouais. Qui est quand même un coup assez fort. Donc cavalier C8, forcé. Fou G6. On ne va pas laisser sortir le fou en F7. Il visse. Roi G7. Ouais. Fou B1, on revient. Des coups de Zainot, Roi H8. Dame C1 maintenant, petit coup. Ouais. Un petit coup, la menace, peut-être Dame C2 suivi de Dame G6, ça peut en être une. Peut-être Dame C6 suivi d'un ramassage. Donc en tout cas, cavalier E7. Dame F1. Attention, là on menace Dame F6. Ouais. Et après cavalier C8. Cavalier C6. Attaque la dame. On peut empêcher la rentrée de la dame en F6. Voilà, la dame va arriver en F6 noire, voilà. ou en F8 avec le fou B1 qui fait un très beau travail sur toutes les cases blanches. Le cavalier C6 contrôle la case 5 en plus. Le cavalier C6 domine le cavalier C8. Ouais. Tient la case 5 et après avoir fait dame F6 D8, il y a peut-être plus donc supposons par exemple le coup Dame C7. Mettons Dame F6 échec simplement. Dame F6 échec. Dame G7, Dame D8. Dame G7 et Dame D8. Et là, je ne sais pas ce qu'on peut jouer. Il n'y a plus de coups. Il n'y a plus de coups. On voit que la dame ne peut même pas tenter de venir sur la colonne F, puisque tout est contrôlé. Ouais. Le cavalier ne peut plus bouger. Et donc la seule défense, c'est Dame B7. Hein. Cavalier A7. Dame B7, quasiment obligatoire. Ouais. Mais ici, dans ce genre de position, on peut jouer simplement Dame F8, attaque H6, garde la pression sur le cavalier C8. Ça va gagner assez rapidement. Donc après le coup, cavalier C6, Grichuk abandonne. C'est tout à fait logique. Donc une victoire technique de Victor Korchnoi qui quand même du début à la fin ne s'est pas déconcentré. 49 coups précis et finalement un Grichuk dans les cordes. Ben, c'est-à-dire que là, il semblerait que sur cette partie, Grichuk ait manqué de profondeur pour arriver à trouver une défense par rapport à une position. Parce que la position qu'il a au départ, c'est vrai qu'il est un peu moins bien quand les fous noirs s'échangent. Et que bon, il y a la colonne c'est ouverte, mais bon, ça c'est pas perdant quand même. Il n'a pas trouvé de ligne directrice. Il n'a pas trouvé de plan défensif. De plan sérieux, savoir si c'était possible ou pas. Je pense qu'il a manqué de profondeur dans les coups défensifs, dans le plan de défense. Alors ton pronostic pour le tournoi de Bienne, quel favori? Grichuk, Svidler, Gelfand, Lothier, Korchnoi? Gelfand, je pense qu'il faut toujours compter sur lui à ce niveau-là, parce que Gelfand, il sera, je pense, forcément au-dessus de 50%. Quoi. Oui. Et après, les autres, ça dépend. Il est bien parti avec 2,5 sur 3. Voilà, les autres, ça dépend. Je pense que Gelfand, c'est peut-être le plus régulier dans ce tournoi. C'est le mieux classé, il a 2715 points Elo, donc c'est le seul à être plus de 2700. C'est le favori du tournoi et vainqueur de l'année dernière. Et c'est aussi le joueur le plus solide aussi. Je pense qu'il il rate pas complètement ses tournois, ou il fait pas des... Il a
Alors qu'il y a des joueurs comme Grichuk, effectivement, ou Svidler, je pense ils peuvent faire peut-être vraiment plus instable. Ah oui, ils peuvent faire des résultats extraordinaires et puis d'un autre côté faire un résultat un petit peu très en dessous de leur niveau, quoi. Actualité dans le reste du monde avec le championnat de Paris, donc, que tu joues, Marc. Il y a également, donc il y a après 5 rondes de jouer, Laurent Fraissinet en tête du tournoi, 5 sur 5, pour notre plus grand plaisir, tout seul, premier. Oui, mais il a 2600, mais il prouve qu'il les vaut quand même. Hein, parce que même s'il est parti, c'est pas aussi limpide que ça peut paraître sur le papier. Il n'empêche qu'il est toujours présent dans une partie et il peut compenser quelquefois un manque de connaissances, peut-être par une combativité, et puis un talent tactique, une rapidité de calcul. Donc Laurent Fraissinet est quand même un très bon joueur, Ouais. une valeur assez sûre. Donc le championnat de Paris, on vous le rappelle, ça se déroule à la Halle Carpentier, porte de Choisy, 748 joueurs en lice au début du tournoi, donc répartis dans 4 tournois différents. Laurent Fraissinet en tête du tournoi dit principal. Le premier parisien de ce tournoi, c'est Luc Bergès, le maître international, qui a 4,5 sur 5 qui réalise un très bon tournoi. On trouve une vingtaine de grands maîtres, dont Murray, Inkiev, Niksevic, Savchenko, Timoshenko, Christian Bauer qui est là également, et un autre grand maître français, enfin 2 autres, Marc Santoroman et Jean-Luc Chabanon, qui sont venus sur Paris faire un petit tournoi amical. Donc Marc, dans ce tournoi, quelle chance gardes-tu de remporter l'épreuve ? De faire peut-être 4 sur 4. Finir avec 4 sur 4. Ouais, si j'ai fait le dernier Open que j'ai fait, j'ai fini avec 4 sur 4, effectivement. Mais j'avais aussi très mal commencé. Donc si vous voulez venir voir Marc Santoroman en pleine action, eh bien, vous venez à la Halle Carpentier. Les parties se jouent à 19h en semaine. Vous aurez l'occasion de voir un champion en pleine action. Il y aura également Laurent Fraissinet et Jean-Luc Chabanon. Allez les voir de la part de Diagonale. Ils seront ravis de discuter avec vous. Halle Carpentier, porte de Choisy, que dire de plus, mis à part que ça termine dimanche, remise des prix donc dimanche à 18h pour ceux que ça intéresse. C'est la fin de cette édition, donc Marc, on va te remercier d'être venu, on va te souhaiter une bonne partie puisque tu joues ce soir. Oui, dans une heure et demie là, oui, bon, ça va. Ça va de mieux en mieux. La chaleur est difficile à supporter dans cette halle. Bon. Bien, merci de nous avoir suivis. C'est la pause pour tout le mois d'août, on vous donne rendez-vous en septembre à la rentrée. Merci, au revoir.